quelques manifestations en présentiel. Voilà. Bon, écoutez, il est 8h37. Nous vous proposons de commencer. Au niveau de ces PME, donc Stéphanie, Florian, Gwendoline, Manon, c'est bon, on est prêt? On est prêt. On est prêt. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes au niveau du cabinet ravis de vous accueillir pour cette nouvelle manifestation de notre Club des Branches. Et nous vous remercions toutes et tous de votre participation. Sans plus attendre, nous voudrions remercier la vice-présidente de la CPME, Madame Stéphanie Posa, qui est en charge des relations avec les branches professionnelles. Et donc, Madame Posa, presque au pied levé, a accepté de se libérer pour suppléer l'absence du président Asselin, que nous vous avions annoncé, mais qui a dû se libérer pour faire face à une obligation qui s'est imposée à lui. Et donc, un grand merci, Madame Posa, de vous être libérée et donc de pouvoir échanger à la fois avec les intervenants Barthélemy et donc avec nos participants. Donc, s'agissant de la CPME, donc, outre la présidente Mme Posa, vous pourrez voir et entendre donc Florian Faure, qui est donc le directeur des affaires sociales et de la formation à la CPME. Logiquement, l'identité des intervenants CPME va apparaître. Donc, outre Stéphanie Posa, on a donc Florian Faure, on a Gwendoline Delamarre de Woodville et Manon Ledez qui nous ont très largement aidés à préparer cette manifestation. Et donc, soyez-en tous remerciés. Au niveau du cabinet, nous sommes plusieurs à intervenir ce matin, puisque nous avons donc sélectionné plusieurs thèmes qui vont maintenant apparaître. Et donc, le premier thème sur l'épargne salariale, c'est Hugues Lapalu qui échangera donc avec Mme Posa. Ensuite, il passera le relais à François Millet qui posera quelques questions sur le télétravail et la déconnexion. François passera le relais ensuite à Mélanie Soutreau qui nous parlera congé payé avec la CPME. Emmanuel Andréau traitera de la question du 1,50% d'essai parce qu'on sait qu'il y a ici ou là des interrogations, notamment techniques, sur cette question. J'aborderai ensuite la formation professionnelle parce que on sait qu'il y a des discussions interpro qui commencent. Et puis, Hugues reprendra la parole pour faire un point sur la restructuration des branches. Nous terminerons sous forme de conclusion avec quelques réflexions sur le paritarisme que la CPME voudrait bien nous faire partager, sachant que nous avons prévu de consacrer environ 10 à 15 minutes à chacun des thèmes qui apparaît actuellement. Ce qui veut dire que ceci devrait nous amener vers 10 heures. Et ensuite, jusque 10h30, eh bien, aussi bien la CPME que le cabinet Barthélemy, nous nous ferons tous un plaisir de répondre aux questions que vous aurez pu poser les uns et les autres via le chat. Et à partir de 10h, donc, les micros pourront être activés pour l'ensemble des participants de façon à ce que vous puissiez, le cas échéant, réagir oralement selon ce que vous voulez nous dire. Sur un plan pratique, et après je vais passer la parole à Hugues, sur le plan pratique, l'essentiel des échanges de ce matin sera rapporté de deux façons. D'une part, nous saluons donc la présence des éditions législatives qui feront leur résumé et leur compte-rendu de cette manifestation. Et nous-mêmes, donc au niveau du cabinet, nous rappellerons l'essentiel de ce qui se sera dit dans notre prochaine lettre du Club des Branches que nous vous adresserons d'ici comme nous avons eu l'occasion de le faire depuis quelque temps.
Voilà, donc voilà pour les modalités pratiques. Et je vais laisser tout de suite Hugues Lapalus commencer à échanger avec Madame Posa. Hugues. Merci Bruno. Madame la vice-présidente, merci d'être là. Nous allons aborder cette matinée en évoquant la question de la PEPA et de l'épargne salariale. Le 15 mars dernier, le Premier ministre a annoncé la reconduction du dispositif PEPA avec les avantages fiscaux et sociaux que l'on connaît, que les entreprises attendent, que probablement les salariés attendent. Il reste que le projet de loi de finances rectificative n'est pour l'instant qu'un projet, que la loi n'est pas votée et qu'on reste encore un peu dans l'expectative sur certains critères. Au fur et à mesure de la construction de ce projet de loi, est-ce que le régime de la prime PEPA tel qu'il apparaît aujourd'hui dans le projet de texte vous apparaît adapté aux besoins des entreprises et aux revendications des salariés ? Bonjour. Tout d'abord, bonjour à tous et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Alors effectivement, cette prime exceptionnelle pouvoir d'achat qui a été annoncée le 15 mars lors de la conférence du dialogue social, tout n'est encore pas complètement cadré. En tout cas, le décret d'application n'est pas complètement paru. Ce que l'on est sûr pour avoir échangé avec l'exécutif, c'est qu'il sera possible. Je dis bien possible, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de verser une prime aux salariés de l'entreprise, prime exceptionnelle entre le 1er juin 2021 et le début d'année 2022. Ça va être mis en place de manière soit par une décision unilatérale, soit par un accord au niveau de l'entreprise. Les bénéficiaires, quels sont-ils? Les bénéficiaires, c'est tous les salariés dont la rémunération sera inférieure à un certain plafond. Et l'exonération, c'est-à-dire c'est une prime qui pourra être versée à concurrence de 1 000 € sans être imposable pour le salarié et exonérée de cotisations sociales. Cette exonération est possible jusqu'à 3 fois le SMIC. Au niveau des… Alors oui, ce plafond de 1 000 € pourra être porté à 2 000 € dans 2 conditions alternatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cumulatives. Soit il faut que l'entreprise ait signé un accord d'intéressement préalablement et pas forcément cette année. Et là, la CPME a joué un rôle fondamental parce qu'ils avaient envisagé de mettre en place cette possibilité que pour les nouveaux signataires d'intéressement. Et on a dit non, parce que vous cassez l'idée aussi de développer l'épargne salariale. Donc, tous ceux qui auront signé un accord d'intéressement pourront verser cette prime dans les conditions qu'on vient d'évoquer. Et puis, deuxième possibilité, si vous n'avez pas signé d'accord d'intéressement, mais que votre branche ou que vous avez un accord d'entreprise qui valorise les métiers de deuxième ligne, à ce moment-là, vous aurez aussi la possibilité de verser cette prime. Et cette prime, a priori, alors nous, on a demandé à ce que ce soit possible de la verser jusqu'au 31 mars. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité, notamment, je pense aux TPE, qui n'ont pas encore une visibilité très grande de leur bilan en janvier. Mais l'exécutif avait l'air de dire que ce serait plutôt avant fin janvier 2022. Alors nous, on est assez satisfait dans un premier temps déjà d'avoir pu décorréler cette notion de travailleur de deuxième ligne avec la possibilité de verser cette prime ou pas. On se félicite quand même d'une reconduction de cet accord. Pourquoi? Parce que ça permet quand même aux entreprises qui ont continué à aller au front, je pense à des secteurs d'activité comme la grande distribution, la propreté, dont je fais partie par exemple, mais pas que, les infirmières, enfin tous ces secteurs d'activité qui ont continué à travailler, et ben oui, c'est la possibilité pour l'entreprise de récompenser ses salariés parce que ça n'a pas toujours été facile pour les salariés de travailler dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, notamment lors du premier confinement où des fois on les envoyait avec des problématiques sans masque, etc. Après, on attend toujours le texte définitif.
Merci. C'est vrai que le projet de loi de finances tel qu'il est rédigé aujourd'hui met l'accent sur les travailleurs de deuxième ligne qui avaient peut-être été un petit peu oubliés, mais en mettant l'accent aussi, on complique peut-être un peu les conditions d'exonération fiscale et sociale, puisque les partenaires sociaux seront bien évidemment confrontés à la définition de ce qu'est un travailleur de deuxième ligne. Vous avez utilisé le mot, dans les propos que vous avez tenus, vous avez utilisé le mot d'épargne salariale en parlant de la prime PEPA. C'est vrai qu'on est à la frontière entre un élément de rémunération et un dispositif d'épargne salariale. On est un petit peu entre les deux. Justement, ça fait la transition avec ma deuxième question. En multipliant les primes exceptionnelles au régime fiscal et social avantageux, est-ce qu'on ne risque pas, finalement, d'abord de créer des attentes fortes tous les ans, puisque le dispositif PEPA, comme vous l'avez dit, il existait déjà, il est reconduit et tout le monde est content. Donc l'année prochaine, on risque d'avoir encore des attentes très fortes de la part des entreprises et des salariés sur un dispositif de ce type. Et en créant ce type d'attente, est-ce qu'on ne prend pas le risque, finalement, de décrédibiliser les régimes qui existent déjà, et ce qu'on appelle véritablement l'épargne salariale, comme la participation et l'intéressement, qui répondent, eux, à une logique qui n'est pas l'exception, mais plutôt à une logique qui est la performance de l'entreprise et l'amélioration de la performance de l'entreprise, surtout si on parle d'intéressement, puisque les partenaires sociaux ont la possibilité de définir des critères d'amélioration de la performance à court et moyen terme qui finalement, intègrent les salariés dans la réussite de l'entreprise. Donc ma question, elle est très simple. En multipliant ces primes exceptionnelles, est-ce que ça n'est pas au détriment des dispositifs classiques d'épargne salariale? Alors, ça pourrait le devenir si on s'inscrit dans un très long terme, parce que effectivement, on sait tous qu'aujourd'hui, pourquoi l'épargne salariale a du mal à décoller dans les plus petites structures. Un des freins principaux, c'est quoi? C'est le fait que ce soit collectif et que dans les TPE, PME notamment, on préfère donner des primes individuelles à des travailleurs plutôt que de faire du collectif, parce que et d'ailleurs nos salariés, les premiers, et nos représentants de CSE sont les premiers à nous dire quand on discute avec eux, il n'y a pas de raison que Monsieur X qui vient moins travailler que moi ait la même chose que moi, qui le remplace à chaque fois qu'il est absent. Donc c'est aussi la réalité du terrain. En revanche, ce qu'il faut se dire pour cette prime PEPA, c'est que cette prime pour l'instant, elle est ponctuelle. Elle est liée à la crise que l'on vient de vivre depuis fin 2019, 2020, début 2021. Donc il est, on va dire, opportun, à notre sens, de la reporter encore cette année. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que 2020 et 2021, on est déjà au mois de juin, ne sont quand même pas des années comme les autres. Merci, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que ce dispositif PEPA s'inscrit finalement dans des phénomènes de crise, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient sanitaires, alors que c'est vrai que les dispositifs d'épargne salariale s'inscrivent depuis 1947 dans un dispositif de long terme de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Justement, en parallèle de ces dispositifs de crise, depuis la loi Macron du 6 août 2015, alors qu'il n'était pas président évidemment, a été instaurée ou repris l'obligation de négocier au niveau des branches des dispositifs d'épargne salariale. Il faut souligner que la loi ASAP du 22 mai 2019 a clarifié ces dispositifs au niveau des branches, et le club des branches ici va être particulièrement intéressé par la troisième et dernière question. La loi ASAP a imposé aux branches de négocier d'ici le 31 décembre 2021, cette obligation existait déjà, mais on a reporté le délai, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale. Cette loi a eu le mérite, par rapport aux précédentes, de faciliter l'accès pour les entreprises et notamment les TPE, PME au dispositif d'épargne salariale, mais au-delà de faciliter, également sécuriser le dispositif avec un dispositif d'agrément des accords de branche qui feront une présomption de conformité de ces accords aux dispositions légales. Donc la question que je vous pose, elle est, selon pour vous la CPME, quel est le rôle des branches quel est le rôle que doivent avoir les branches dans la mise en place de ces dispositifs d'épargne salariale au niveau des branches?
Alors, c'est vrai que l'exécutif a un objectif fort sur ce sujet hein, depuis l'élection de notre président de la République. Et les branches ont un rôle majeur à jouer, à la fois en termes de pédagogie, notamment vis-à-vis des TPE-PME, et c'est aussi le rôle au-delà des branches des experts comptables qui ont aussi voilà, beaucoup de pédagogie à faire auprès de leurs clients, notamment sur les accords d'intéressement. Pourquoi? Parce que, à notre sens, les accords d'intéressement, ce sont des vrais outils qui peuvent coller à la stratégie de l'entreprise. Mais quel est le problème aujourd'hui sur ces accords d'intéressement? C'est que pour les gros groupes, les sociétés qui gèrent les comptes d'épargne salariale travaillent avec les services spécialisés des gros groupes pour mettre en place des formules sur mesure. Or, nous, dans les TPE-PME, si demain je décide de mettre un accord d'intéressement qui avait comme objectif de réduire par exemple l'absentéisme ou les accidents de travail, je me sens démunie, je ne sais pas comment faire. Et là, peu de monde peut m'aider parce que mon expert comptable n'a pas forcément la compétence en la matière. Il y a très peu d'experts comptables qui sont des experts. On n'a pas forcément envie d'avoir des frais supplémentaires pour avoir un accompagnement par le biais de spécialistes sociaux parce que les TPE n'ont pas forcément les mêmes budgets. Et les gestionnaires d'épargne salariale considèrent que ce sont des comptes trop petits et donc ne vont pas jusque-là. Ils proposent des choses types. Mais pas aussi spécifiques à certains secteurs d'activité. Donc peut-être que là-dessus, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur on va dire des accords types sur la plateforme du gouvernement qui puissent être mis à disposition des TPE-PME. Et là, je pense que les branches ont un vrai rôle à jouer sur des accords types et notamment sur les accords d'intéressement pour pouvoir mettre en place 1, 2 ou 3 types d'accords avec des indicateurs clés liés à leur secteur d'activité. Ça aiderait beaucoup, je pense, les TPE-PME à se familiariser avec ces dispositifs. Il y a un vrai intérêt hein, en termes de stimulation des équipes quand il est bien ajusté. Donc, nous, on est vraiment… alors, on sait qu'il y a déjà pas mal de branches hein, qui ont commencé à travailler sur ces sujets d'accords type, de négociation. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin pour aider les plus petits, en fait, à s'emparer du sujet et à se dire c'est un moyen de travailler la performance de mon entreprise, de travailler des sujets comme l'absentéisme, comme les accidents du travail, des choses qui sont importantes pour moi et en sensibilisant les équipes par un biais, il faut le dire quand même, qui les intéresse, qui est un biais financier. Exactement, merci. Et on peut même ajouter, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que l'accord d'intéressement est véritablement un outil de gestion à court moyen terme de l'entreprise. L'entreprise fixe ses objectifs à court terme et elle associe ses salariés à la réalisation de ces objectifs. On peut même dire, avec la modification des dispositions légales suite à la loi ASAP aujourd'hui, qu'on peut être à très court terme puisque l'accord d'intéressement peut être d'une durée d'1 année. Et donc, on peut donc imaginer en facilitant l'accès à l'intéressement, en sécurisant l'accès à l'intéressement et en permettant de mettre des accords d'intéressement à durée très courte associés à des indicateurs qui sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre, on peut faire un très bel outil de partage de la richesse générée par l'entreprise. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, pour vos réponses sur ce premier volet épargne salariale. Je passe maintenant la parole à François Millet qui va nous parler essentiellement télétravail, si je ne me trompe pas. À toi, François. Grand sujet actuel. Oui, merci Hugues. Effectivement, un autre sujet d'actualité, le télétravail que l'on a tous vécu, éprouvé ces 2 dernières années, qui est un sujet qui en réalité n'est pas si neuf que ça, puisque dès 2005, vous aviez été signataire d'un accord national interprofessionnel qui fixait déjà les grandes lignes de ce régime. Ce régime qui ensuite a été encouragé par les ordonnances de 2017 qui ont favorisé la mise en place du télétravail dans les entreprises. Et finalement, ce régime qui est devenu une norme pour faire face à la crise sanitaire pendant cette période que nous avons vécue, où finalement le télétravail s'est extrêmement développé. Jusqu'ici, les statistiques montraient que c'était plutôt un dispositif voulu par les salariés, puisque 60% d'entre eux étaient plutôt favorables et même demandeurs à en bénéficier.
Aujourd'hui, on a vu que ce sont les entreprises qui ont été contraintes de le mettre en œuvre un petit peu en catastrophe. Et à ce titre, vous avez joué un rôle important puisque vous avez signé un accord national interprofessionnel en novembre 2020. Et du coup, la première question que j'avais pour vous, Madame Posa, c'était de savoir, selon vous, quel était l'apport essentiel de cet ANI de novembre 2020 et s'il contribuerait à changer profondément la perception du télétravail dans les entreprises. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est les réunions à distance et le télétravail, si je puis dire, n'a pas du tout freiné le dynamisme du dialogue social. On le voit bien, que ce soit d'ailleurs en interprofessionnel qu'au niveau des branches. Si l'on prend la CPME, on a participé à 2 grandes négociations cette année qui se sont toutes 2 d'ailleurs conclues par des accords. Donc on voit bien que ça peut fonctionner. L'une sur le télétravail dont on est en train de parler et l'autre sur la santé au travail. Et puis les branches qui ne sont pas du tout non plus en reste sur le sujet, puisqu'il y a eu des accords sur la PLD de mis en place et des discussions sur toutes les fiches métiers et les protocoles santé et sécurité, notamment dans le cadre de cette pandémie. On voit bien aussi que les PME, les TPE, enfin surtout les PME, puisque les TPE sont un peu moins concernées, se sont aussi adaptées puisqu'elles ont créé du dialogue social avec leur CSE en télétravail, en visioconférence. Ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que selon la maturité informatique des uns et des autres, pour l'avoir vécu moi-même dans mon entreprise, les débuts de réunion sont parfois assez cocasses, le micro, ils ne savent pas l'actionner, voilà. Mais en tout cas, c'est possible. En revanche, ce que l'on note aujourd'hui, et vous disiez que 60% des salariés étaient volontaires au télétravail avant cette pandémie, aujourd'hui, on sent quand même que les gens ont besoin aussi de renouer avec du présentiel, de renouer avec les gens du bureau et de se retrouver parce que la visio, c'est quand même moins spontané que quand on est assis autour d'une table et qu'on discute ou qu'on en discute entre guillemets autour de la machine à café, puisque c'est aussi comme ça que ça se passe dans les TPE, PME. Depuis le 9 juin 2021, on a un retour en présentiel des salariés pour ceux qui étaient en télétravail, avec notamment une préconisation, c'est de dire essayez de continuer le télétravail et de fixer un nombre de jours pour que les salariés puissent bénéficier d'1 à 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Pour bien sûr les activités qu'ils permettent, hein, je précise bien. Il faut rappeler, alors ça a des avantages et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les employeurs, et notamment dans les grandes agglomérations, hein, que les salariés peuvent y trouver des intérêts divers les uns les autres. Les salariés, c'est quoi? C'est la réduction des transports, c'est notamment, je pense à la région parisienne, c'est sûr quand vous avez 1h30 de route, 1h30 le soir, quand vous êtes en télétravail, c'est autant de temps que vous gagnez, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie personnelle. Et puis pour les employeurs, et là je pense aussi aux grandes agglomérations où l'immobilier est cher, ça peut être aussi des gains en termes d'immobilier sur le bilan. En revanche, le lien, la présence est nécessaire parce qu'on ne manage pas des équipes de la même façon quand on est à distance et quand on est sur site. Et il n'y a pas non plus la même émulation, le même esprit d'entreprise et la même émulation d'équipe quand on est à distance. Alors, ce qu'il faut pour ces accords ou sur le télétravail, déjà ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est bien à l'employeur de décider de la mise en place ou non du télétravail, tout en étant bien conscient quand même pour les employeurs qu'aujourd'hui, ça va faire partie, entre guillemets, de la balance quand vous allez recruter. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui quand on passe des entretiens de recrutement, le salarié, le candidat qui arrive, ne vient plus simplement pour un poste et une mission, il vient aussi pour des valeurs d'entreprise, pour des avantages, et le télétravail peut effectivement peser dans la balance au niveau recrutement. Alors, la CPME a signé un ANI le 26 novembre 2020 sur le télétravail. Cet ANI, en fait, il fixe un cadre. Éric Chevet, qui a mené la négociation, a toujours, avec Florian d'ailleurs, avec Florian Faure, a toujours veillé
à ce que ce sujet reste en priorité un sujet d'entreprise. Tout en sauvegardant les intérêts des PME, il n'est pas du tout souhaitable que les pouvoirs publics s'emparent du sujet à la place des partenaires sociaux. Ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue d'entreprise pour trouver la meilleure solution en fonction aussi de l'organisation de chaque structure. Cette année, il ne modifie pas les règles existantes sur le télétravail parce qu'on ne veut pas déséquilibrer les organisations qui avaient déjà signé des accords préalablement. Donc ça, ou des chartes d'ailleurs de gré à gré. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Il n'y a pas de contraintes pour les PME non plus supplémentaires. Il faut bien par contre, à notre sens, réfléchir aux modalités du contrôle du temps de travail, ou en tout cas à la régulation de la charge de travail, qui ça effectivement doit apparaître dans l'accord collectif ou dans la charte. On rappelle d'ailleurs dans ce cadre qu'il est important lors des entretiens avec les collaborateurs d'évoquer ce sujet sur les conditions d'activité, les conditions de charge de travail en télétravail de chaque collaborateur. Et puis, l'ANI rappelle aussi le droit à la déconnexion parce qu'on s'est bien rendu compte, on a eu beaucoup de retours d'expérience. En fait, il n'y a plus, et ça quand on est dirigeant, on le vit aussi beaucoup, et vous à vos postes également, il n'y a plus tellement de frontières en fait entre le professionnel et le personnel. Ça va dans les deux sens d'ailleurs. Il faudrait qu'on ait un droit à la déconnexion et un droit à la connexion aussi parfois. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, il est vraiment très impératif qu'on prenne en compte, en tout cas qu'on ait une discussion et qu'on rappelle le droit à la déconnexion au niveau des collaborateurs. Et puis, il y a aussi le sujet des frais professionnels. Qui prend en charge les frais ? Alors là, depuis l'ordonnance de septembre 2017, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge de tous les coûts qui sont liés à l'activité professionnelle n'est plus, des coûts liés au télétravail, n'est plus forcément imposée par le Code du travail quand c'est le salarié qui demande à être en télétravail. Néanmoins, tout ce qui est frais professionnels liés à l'activité de votre métier, de votre poste, normalement doivent être pris en charge par l'entreprise. Et puis, il y a un sujet, on l'a bien vu dans les médias et dans la presse, sur les tickets restaurants. Là, on a vu qu'il y avait des positions, notamment du tribunal judiciaire de Nanterre, qui dit, voilà, on considère que les conditions de travail ne sont pas forcément équivalentes parce qu'il n'y a pas de surcoût pour déjeuner, vous n'avez pas à déjeuner à l'extérieur, et donc il n'y a pas lieu de donner des tickets restaurants. Et là, l'administration n'est pas forcément d'accord. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'ANI et l'ANI télétravail et tout ce que le télétravail génère au sein de nos entreprises comme questionnement, comme négociation et comme éventuelle difficulté dans les relations sociales. J'en profite, si vous avez terminé donc de répondre à cette première question pour rappeler ou pour indiquer à celles et ceux qui nous ont rejoints après le début de la manifestation que vous pouvez poser des questions via le chat, comme d'ailleurs vient de le faire Emmanuel Ray, en posant la question de savoir quel rôle les branches peuvent jouer pour accompagner la mise en place du télétravail. Donc, soit on y répond au fur et à mesure en fonction du bon déroulé de la manifestation, soit comme on l'a dit au départ, nous consacrerons la dernière demi-heure de 10h à 10h30 pour répondre aux questions qui auront pu être posées par les participants via le chat. Florian voulait intervenir avant que Merci Bruno. François ne reprenne la parole. Merci Bruno. Non, simplement après l'exposé très complet là que vient de faire Stéphanie sur cette question-là, je voulais juste apporter 4 petits points de précision, notamment dans les réflexions qu'on a pu avoir avec François et Bruno dans les travaux préparatoires de cette rencontre. C'est qu'il faut bien voir que l'ANI, lors de la négociation, on a veillé aussi très fortement à ce qu'il y ait bien un distinguo de fait entre le télétravail dans un contexte traditionnel,
tel qu'on pouvait le connaître avant la crise sanitaire, et ce qui certes s'intitule le télétravail en période de crise, mais qui n'est pas réellement du télétravail. On a considéré qu'en réalité, on le disait avec les partenaires sociaux, on était tout simplement sur un déplacement du poste de travail subi, tant pour l'employeur que pour les salariés, au regard des préconisations qui étaient faites par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que c'est venu un petit peu chambouler les débats sur ce que a été évoqué à la fin par Stéphanie Posas, à savoir les frais professionnels, le droit à la déconnexion, etc. Tout ça, c'est un peu entremêlé, alors qu'on n'était quand même pas dans un contexte de télétravail dit normal, tel qu'on pouvait le connaître auparavant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était concernant le management. Il y a quelque chose qui nous est apparu comme une évidence, c'est qu'en réalité, bon nombre de managers connaissaient leurs collaborateurs au moment où il y a eu la bascule sur un télétravail peu ou prou à 100% dans certains domaines d'activité. Il y a une grande différence entre le management quand on connaît les équipes et le management quand, si demain, je prends comme à titre d'illustration la mise en place de télétravail à 60 ou 80% dans certaines entreprises, ce ne sera pas du tout la même opération pour le manager d'intégrer de nouvelles personnes dans son équipe qu'il n'aura pas connues dans un mode de fonctionnement entre guillemets normal avant la mise en place du télétravail. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre d'entreprises, mais là pour le coup je les ai pas en tête, mais je parle sous votre contrôle, hein, François et Bruno, mais il me semble bien qu'il y a certains accords d'entreprise en matière de télétravail qui prévoyaient ça, la possibilité d'y avoir recours après une certaine ancienneté, ou tout du moins tant que la période d'essai n'était pas terminée, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a quand même un besoin d'apprendre à se connaître en présentiel. Et enfin, le dernier point, mais qui est plus sur c'est une réflexion qu'on a eue tous ensemble, mais qui était d'ordre plus général, peut-être un peu plus politique sur ce point, c'est qu'il nous semble que de la capacité qu'auront les entreprises, j'allais dire entre septembre et décembre, à un petit peu atterrir sur un mode de télétravail quand c'est possible, j'allais dire bien calibré et acceptable, ça risque de devenir un sujet éminemment de campagne présidentielle. Parce que là, pour le coup, c'est un sujet qui permet d'embarquer de manière transversale toute une population. Donc voilà, c'était un point de réflexion, ça, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Si je peux rebondir effectivement sur ce que tu disais, Florian, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes qui ont été intégrés au moment notamment de la rentrée septembre-octobre, qui se sont retrouvés 4 jours en télétravail et ils se sont sentis perdus parce qu'en fait, ils connaissaient personne, ils allaient très peu à l'entreprise. Quand ils y allaient, ils s'apercevaient que qu'il y avait peu de monde dans les locaux et ils ont mal vécu leur intégration. Donc c'est une réflexion effectivement, je pense qu'il faut tous qu'on ait à l'esprit, c'est de se dire quand quelqu'un intègre une nouvelle entreprise, il faut peut-être y aller progressivement sur la mise en télétravail de ces nouveaux collaborateurs. Peut-être une dernière question pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et par rapport aux soucis que peuvent avoir les entreprises pour mettre en place ce télétravail, vous avez parlé tout à l'heure des frais, notamment, qui doivent être pris en charge. Mais ce qu'on peut constater à travers les échanges qu'on a avec les différentes entreprises, c'est qu'elles ont du mal à savoir quels sont précisément les frais qui doivent être pris en charge. Où est-ce qu'on met la limite ? Vous avez par exemple des salariés qui vont vous expliquer qu'ils ont besoin d'un fauteuil ergonomique parce qu'ils ont des problèmes de dos. Est-ce que l'employeur doit aller jusqu'à financer l'acquisition d'un tel fauteuil au domicile ? Est-ce qu'on doit rembourser les frais de connexion Internet qui, de toute façon, sont déjà exposés par les salariés dans leur vie quotidienne, etc., etc. Est-ce que vous pensez, et pour reprendre un peu la question qui nous a été posée sur le chat, est-ce que vous pensez que les branches ou les entreprises peuvent essayer de déterminer de façon précise les frais et les conditions matérielles dans lesquelles le télétravail peut être mis en place ? Alors, il y a effectivement deux possibilités.
les branches ont peut-être un rôle à jouer sur la prise en charge des frais. Il faut peut-être aussi laisser l'autonomie à l'entreprise elle-même, parce que d'une entreprise à une autre, dans un même secteur d'activité, les moyens ne sont pas forcément les mêmes et les besoins non plus ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est la première chose. Le budget le budget sera pas le même si vous avez 20% de vos salariés en télétravail et si vous en avez 50 ou 70. Alors peut-être qu'il faut effectivement mettre en place une liste, mais sans forcément mettre en place des montants, laisser la possibilité sans forcément obliger. C'est des pistes peut-être de réflexion qu'il faut avoir. En tout état de cause, on peut aussi opter pour une allocation forfaitaire. Dire voilà, par salarié, on donnera tel montant. Ça, c'est possible aussi. Ce qui veut dire que là, ça cadre un peu mieux, on va dire, le budget à la fois pour les entreprises et aussi le fait qu'effectivement, l'abonnement Internet, vous l'avez déjà chez vous. Alors si il faut passer un abonnement supérieur parce qu'il y a des problèmes, vous savez bien que sur les territoires notamment, on n'a pas forcément une très bonne connexion ADSL d'un endroit à un autre. Si on s'aperçoit qu'il vaut mieux passer en fibre, ça peut faire partie des questions qu'on peut se poser. Mais je pense que l'allocation forfaitaire peut être une bonne solution. En tout état de cause, il faut vraiment que ce soit négocié. Il faut penser, en fait, dans un même secteur d'activité, il faut se dire qu'il y a des entreprises de typologies différentes. Des entreprises avec des moyens différents. Donc voilà, bien y réfléchir, Merci. Pour rajouter quelque chose, il faut aussi être très clair sur le périmètre de cette prise en charge des surcoûts liés au télétravail. Bien évidemment, ça ne doit pas se confondre avec l'indemnité de suggestion qui peut être demandée par un salarié. Très souvent pour des salariés itinérants qui, eux, n'ont pas de local pour travailler. Enfin, l'employeur ne met pas à leur disposition un bureau. Leur bureau, c'est leur domicile. Et là, dans ce cas-là, mais c'est complètement différent du télétravail, l'employeur peut leur donner une indemnité de suggestion qui vient les indemniser du fait qu'ils n'ont pas de local professionnel à leur disposition. Il y a une partie de leur domicile qui est dédiée à des occupations liées à leur activité, mais ce n'est pas du télétravail. Merci beaucoup. Peut-être je propose de passer la parole désormais à Mélanie Soutreau pour qu'elle puisse évoquer avec vous la question sensible également des congés payés et de la manière dont on peut les utiliser pour faire cette sortie de crise. Merci François. Bonjour Madame la Vice-Présidente, bonjour à tous. Effectivement, la question des congés payés depuis 1 an et demi pour les entreprises dont l'activité a été accélérée, comme pour les entreprises pour lesquelles l'activité a été ralentie. La gestion des congés payés est un vrai casse-tête, il faut quand même l'admettre. En l'état du droit positif, nous savons depuis l'accord national interprofessionnel de 2012 que les périodes d'activité partielle sont assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés. Le Code du travail le rappelle. Nous savons également que les aspects relatifs à la prise ont été adaptés depuis l'ordonnance du 25 mars 2020 permettant la négociation d'un accord au niveau de l'entreprise ou au niveau des branches, permettant à l'employeur la prise des congés payés avec des délais raccourcis au regard de ceux que le Code du travail prévoyait. Ce dispositif a d'ailleurs été récemment prorogé jusqu'au mois de septembre par la loi du 31 mai. Donc mes questions, vous l'imaginez, vont porter à la fois sur les problématiques d'acquisition, sur les problématiques de prise, puisque aujourd'hui, à ce stade de sortie de crise, la règle générale d'assimilation qui permet aux salariés qui est en activité partielle de continuer à acquérir est toujours adaptée. Est-ce que selon vous, on devrait la suspendre, la limiter, la plafonner, l'adapter jusqu'à ce que nous retrouvions une situation entre guillemets normale? C'est ma première question. Je vous remercie. Vous avez raison, cette problématique de congés payés à la sortie de crise en est vraiment une sur 2 sujets complètement différents. D'une part, le
la partie, on va dire, sociale, humaine, où on a des collaborateurs dans certains secteurs d'activité qui ont travaillé ou pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas forcément eu la possibilité de prendre les congés parce qu'ils étaient en suractivité ou ils n'ont pas travaillé, mais ils ont continué à accumuler des congés. C'est un vrai souci. Pourquoi? Parce que l'activité va reprendre et c'est pas le moment que nos compétences partent en congé. Et puis on s'en rend pas compte, mais c'est assez pernicieux. Quand vous avez des congés payés qui se stockent, vous avez des provisions de congés payés dans vos comptes de résultats qui augmentent, voire même des fois qui doublent. Quand vous avez, je pense aux activités de service, des fois vous passez de 30 à 60 000 euros de provisions de congés payés et ça vient directement impacter votre résultat. Ce qui veut dire que vous avez derrière des difficultés parce qu'avec les banques, vous avez une rentabilité moins bonne, donc vous êtes moins bien coté. Enfin, on voit que ça a un vrai impact sur l'entreprise. Alors, revenons au niveau social. Aujourd'hui, on a effectivement cette difficulté, ça crée des problèmes de trésorerie parce que la solution de les rémunérer, de les payer, de payer le stock existant pourrait en être une, sauf qu'aujourd'hui, quand vous prenez la restauration qui a été fermée pendant 6-8 mois, quand vous prenez les hôtels dans les grandes agglomérations qui globalement depuis 1 an n'ont quasiment pas travaillé, on s'aperçoit quand même qu'au-delà de ça, les payer, c'est pas facile parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Elles ont épuisé leur trésorerie. Or, pour redémarrer, il va y avoir besoin de trésorerie supplémentaire. Et puis, il y a aussi des inquiétudes parce que si vos collaborateurs partent en CP, ça veut dire que vous n'avez plus ou moins de compétences et il va falloir aller en rechercher. On sait pertinemment que quand on prend des gens comme ça en remplacement, il y a aussi un surcoût supplémentaire. Ce qu'on peut noter, c'est que l'État était bien conscient du problème, l'exécutif. Elisabeth Borne nous avait dit qu'effectivement, ce point de droit dans le Code du travail était un vrai souci. Pourquoi il était existant? Parce que le chômage partiel a complètement, l'objectif en tout cas du chômage partiel tel qu'il avait été envisagé au départ, s'est trouvé complètement modifié avec cette crise pandémique qui en plus a duré pendant plus d'1 an. Donc, ils ont proposé des solutions intermédiaires, notamment soit d'imposer des congés payés, soit de prendre en charge 10 jours de CP sur la période du 1er janvier au 7 mars 2021, mais on s'aperçoit que ça n'a pas suffi en fait à régler le problème et que les stocks sont bien supérieurs aujourd'hui. Donc, 2 problématiques. D'une part, la gestion des stocks, et vous l'avez très bien évoqué, Mélanie. D'une part, la gestion des stocks, et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait si cette situation recommence? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de modifier ce point dans le Code du travail? Alors, pour information, la CPME a écrit au MEDEF et à l'UDOP pour leur proposer, c'est assez récent, je dois avoir le courrier avec moi quelque part, mais voilà, on leur a proposé en tout cas de se mettre autour d'une table et de revoir avec nous les règles d'acquisition des congés payés pour l'avenir, et puis également d'envisager les moyens d'en limiter les conséquences à court terme pour les entreprises qui ont un stock actuel important. Alors attention, pour autant, ce que l'on rappelle, c'est que on cherche des solutions, mais il ne s'agit pas non plus de rogner les droits des salariés ou de remettre en cause les CP qui sont aujourd'hui acquis sur les périodes passées. En revanche, on réfléchit à des solutions autres qui pourraient être, soit utiliser ou mettre en place des comptes épargne-temps, soit donner la possibilité d'allonger le report pour une prise en charge de congés payés sur une durée plus longue pour pouvoir les espacer. Voilà un peu les pistes qui sont aujourd'hui dans notre esprit. Après, bien sûr, on est ouvert aussi à la possibilité, si d'autres ont des idées, de nous transmettre des idées. Florian, je pense que… Alors, l'idée aussi, c'est peut-être de se dire,
est-ce qu'on ne peut pas essayer, en ce qui concerne le compte épargne-temps, de lisser imaginez un dispositif de lissage sur plusieurs années, parce qu'on sait que le compte épargne-temps, souvent, c'est plafonné à un certain nombre de jours par an qu'on peut verser dans ce compte épargne-temps. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, pour ce stock de congés payés qui est important, eh ben, on l'étale sur 2, 3, 4 années à venir? C'est des pistes de réflexion aujourd'hui. Et puis après, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir avec les salariés quels efforts ils pourraient être aussi susceptibles de faire pour renoncer à une partie de leurs droits? Stéphanie, peut-être juste en complément, tu as complètement raison. C'est que alors il faut savoir que la fameuse lettre a été co-signée, enfin en tout cas on a apposé les logos de près d'une dizaine de branches professionnelles adhérentes de la CPME, hein, donc c'est vraiment une démarche que nous avons initiée et pour laquelle nous nous tournons vers nos homologues du MEDEF et de l'UDP, parce que on a bien conscience qu'on peut pas laisser la situation en l'état. Il est hors de question que quand bien même, alors par exemple, on nous parle possiblement d'autres vagues à venir, on peut pas continuer à avoir un système d'activité partielle. Alors malheureusement, si ça intervient dans les mois qui viennent, bah, de toute façon, quand bien même il y aurait eu une volonté des partenaires sociaux de dénoncer l'accord, il demeurerait applicable pendant une durée au moins d'1 an. Donc de toute façon, on voit bien qu'on est complètement fermé par cet accord et qu'on ne pourra pas le conserver en l'état. En tout cas, c'est la position de la CPME. Dans les éléments de réflexion, si vous voulez, on parle de compte épargne-temps, mais après, il y a la faisabilité juridique. On en a parlé avec le cabinet d'Elisabeth Borne. C'est pas d'une toute simplicité, mais on s'interrogeait sur des mécanismes déjà existants comme la caisse des congés payés, que ce soit dans le bâtiment, dans les transports. Ce sont des caisses qui ont été mises en place justement pour que les droits acquis, puisque c'était généralement des salariés qui avaient de la famille à l'étranger et qui souhaitaient prendre moins souvent leurs congés et pouvoir liquider leurs droits de manière massive tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour s'absenter une plus grande période. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui existent et il faut qu'on se penche là-dessus pour voir dans quelle mesure ça permettrait de lisser le stock pour pas mettre en difficulté les entreprises qui ont aujourd'hui, comme le disait Stéphanie Posa, surtout besoin de relancer leur activité et d'avoir des salariés qui soient à leur poste et pas en congé. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Vous l'avez dit, la problématique d'acquisition est derrière nous, donc on ne reviendra pas sur les stocks. C'est la problématique de la prise qui aujourd'hui nous préoccupe. Vous avez évoqué plusieurs pistes, compte épargne-temps, certes, un mécanisme auquel les entreprises de petite et moyenne taille ne sont pas toujours habituées. C'est un outil complexe. La monétarisation, c'est coûteux et en cette période où la trésorerie est précieuse, bon, ce serait probablement difficilement viable. Il y a la problématique. Il y a l'outil du don de congés payés à travers la caisse ou d'autres outils. Ce qui renvoie, et c'est ma dernière question, peut-être à nouveau sur le rôle des branches qui pourraient là aussi proposer des outils, des dispositifs types permettant aux entreprises bien, de disposer de moyens d'étaler finalement cette charge qui s'est agglomérée sur ces 2 dernières années et puis d'étaler sur une période plus longue, au-delà de la période que le Code du travail nous permet, cette prise au sein des équipes. Donc c'est ma dernière question. Au niveau des branches, peut-être un rôle important d'impulser des outils pour les entreprises. Bah, je pense qu'au niveau les branches ont toujours un rôle à jouer dans les négociations sociales. Hein. Effectivement, il est important parce qu'en plus, en fonction des secteurs d'activité, on a des problématiques différentes. La problématique n'est pas la même, par exemple, pour le HCR que pour les EHPAD, si je prends un exemple qui me vient à l'idée. Voilà, donc oui, les branches ont forcément un rôle à jouer sur l'imagination, la mise en place, la proposition de nouveaux outils, peut-être liés particulièrement à leur secteur.
employeurs. Et quand je parlais tout à l'heure des efforts des salariés, vous savez, on est aussi confronté à une chose, c'est que on a des salariés qui ont des stocks de congés. Quand on leur dit il faut que tu prennes tes congés à telle période, ça serait bien que tu les prennes maintenant parce qu'ils ne le veulent pas. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut faire quelque chose et leur dire dans ce cas-là, tu renonces à X jours parce que c'est pas viable pour l'entreprise. Oui, un mécanisme de fractionnement négatif finalement, pourquoi pas, on peut y réfléchir. Dans certaines branches, on a des remises de compteurs à zéro d'une année sur l'autre. Est-ce que c'est pas alors ça ne veut pas dire qu'il faut mais c'est peut-être une question qu'on a à se poser. Est-ce qu'il faut remettre à zéro ou diminuer le compteur parce qu'on était quand même dans une situation un peu exceptionnelle, se dire voilà sur X jours, il y en a la moitié qu'on supprime puisque vous n'avez pas voulu les prendre. Ça fait partie des outils en tout cas de branches, que les branches pourraient effectivement envisager lors de leurs négociations avec les partenaires sociaux. Avec peut-être un point de vigilance, Stéphanie, pardon, je complète simplement, mais c'est qu'il faut reconnaître qu'en la matière, dès lors qu'il n'y a pas déjà de dispositif conventionnel, on est quand même extrêmement cadré par des dispositions légales. Et ça, c'est tout le problème. Aujourd'hui, typiquement, on ne peut, en tant qu'employeur, imposer des jours de congé si on sur la période principale que si ferme un site, un établissement pour une durée. Alors ça va dans l'industrie quand il s'agit de la période de maintenance, et il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas de période de fermeture, et donc il n'y a pas la capacité juridique pour l'instant d'imposer des. En revanche, on a la capacité en tant qu'employeur d'inviter fortement les salariés à prendre leur congé en leur précisant que ils arrivent au terme d'une période de crise et qu'il en sera de leur responsabilité s'ils ne l'ont pas fait et qu'ils risquent de perdre des droits. Ça, c'est possible. Mais effectivement, ce qui est très difficile, c'est qu'on ne peut pas, sauf à avoir des périodes de fermeture, imposer les dates. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faudrait peut-être aussi travailler avec les organisations syndicales au niveau interprofessionnel, parce que il n'y a que par la transposition d'un ANI, par exemple, qui pourrait faire des propositions aux parlementaires, il n'y aurait que la transposition législative qui permettrait de libérer un petit peu et de donner de la souplesse aux branches et aux entreprises. Entièrement d'accord sur ce que dit Florian, parce qu'effectivement, on sait bien qu'en matière de congés payés, on a des dispositions d'ordre public pour lesquelles la dérogation n'est pas prévue. Et précisément, nous sommes en train, avec une association et une fondation, nous sommes en train de réfléchir aux possibilités de faire des dons de jours de congé. Alors, non pas en interne, comme ça existe déjà dans le Code du travail dans certaines hypothèses, mais de faire des dons de jours de congé à des fondations ou à des organismes qui contribuent à la solidarité. Et on aura peut-être bien un jour prochainement l'occasion d'en parler, parce que ça pourrait être aussi une piste pour inciter à une certaine renonciation de jours dans des conditions à définir, bien entendu. Mélanie, est-ce qu'on a des questions sur… Je n'en lis pas. Je crois que c'est le moment de passer la parole. Je vous remercie. Emmanuel qui a intervenir sur la protection sociale complémentaire. Merci à vous. Oui, merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. Et encore, merci de nous accorder ce temps de parole sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel, c'est vrai, un certain nombre de praticiens se sont interrogés lorsque, en 2017, dans le cadre du second ANI qui a doublé celui sur la retraite complémentaire, les partenaires sociaux, dont la CPME, ont maintenu en l'état le dispositif de prévoyance des cadres qui datait de la convention dite AGIRC de 1947, le fameux, tel qu'on l'appelait à l'époque, 1,50% sur la tranche A. On peut s'interroger en effet, 70 ans plus tard, en 2017, sur le fait de maintenir ce dispositif qui pouvait s'expliquer pour des raisons historiques en 1947, mais pourquoi finalement
la CPME et d'ailleurs les autres organisations patronales, mais particulièrement la CPME, a-t-elle reconduit en l'état en 2017 ce dispositif de prévoyance pour les cadres, alors que les circonstances, l'environnement, l'écosystème avaient fondamentalement changé? N'est-il pas devenu un dispositif quelque part suranné, obsolète? Et puis la question qui vient se greffer sur celle-ci, c'est de savoir pourquoi finalement l'avoir maintenu en l'état pour les cadres et donc avoir poursuivi l'exclusion des non-cadres sur ce dispositif. Alors, sur ces sujets-là que je maîtrise beaucoup moins, je laisserai la parole à Florian et Manon, je crois. En tout état de cause, nous, pour la CPME, pour nous, c'est vraiment inconcevable d'imposer aux entreprises de nouvelles obligations en matière de prévoyance. La généralisation de la complémentaire santé, n'a pas été une franche réussite partout. Même si ça partait d'ailleurs d'un très bon sentiment et d'une très bonne volonté, hein, c'était de se dire il faut que tous les salariés puissent bénéficier d'une complémentaire santé. Oui, sauf que ça a été laborieux à mettre en place dans les TPE-PME. Ça a été un coût énorme pour les entreprises à forte main-d'œuvre et une non-satisfaction des salariés. Et ça, il faut l'avoir en tête. Moi qui suis dans le secteur de la propreté, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai 470 collaborateurs, le nombre de personnes qui ne souhaitaient pas souscrire à cette complémentaire, qui souhaitaient rester sur la complémentaire du conjoint, mais comme ce n'était pas une complémentaire obligatoire pour le familial, ils ne pouvaient pas le faire. Donc voilà un peu l'esprit, on va dire, de notre position, en tout cas sur ce sujet. Et je vais laisser la main pour cette partie à Florian. Merci Stéphanie. Non, peut-être il s'agit effectivement d'un des sujets que nous avons eu à évoquer au niveau interpro, qui était un des plus complexes parce que nous avons affaire et à des branches professionnelles dans lesquelles effectivement il y a la mise en place d'un taux moins important que le 1,50. On se rend compte effectivement que fixer un tel taux, quand bien même on en flécherait sur le décès que 0,76% pour éventuellement basculer le reste sur de la capacité, de l'invalidité ou des rentes de conjoint, etc. Ça fait un taux de cotisation extrêmement important par rapport au coût tel qu'il est présenté par les actuaires aujourd'hui. Le problème est que on était encore et nous sommes encore sur cette logique de catégorie objective que sont les cadres et les non-cadres. Il y a une certitude, c'est que si on étendait ce dispositif de manière obligatoire aux catégories non-cadres, on risquerait très certainement d'engendrer un surcoût pour les entreprises, parce que ça n'est pas le différentiel que l'on pourrait gratter sur le 1,50 qui viendrait compenser le coût que ça aurait pour le mettre en place de manière généralisée sur l'ensemble des salariés d'une entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et je vois dans la liste des participants certaines branches, certaines organisations professionnelles de branches qui se reconnaîtront, qui ont mis en place de manière conventionnelle un régime au moment où il y avait la négociation de la complémentaire santé, avait également mis en place un régime de prévoyance, avec d'ailleurs des garanties différenciées, là encore, que ce soit en santé ou en prévoyance, selon la catégorie objective. Mais il nous semblait, et c'était le choix interpro, qu'il fallait renvoyer cela au niveau des branches professionnelles et laisser les acteurs au plus proche d'une réalité sectorielle de prendre la décision d'élargir ou pas un tel dispositif. Mais peut-être Manon, tu souhaites compléter ces propos? Sur cette partie, effectivement, Stéphanie et Florian, vous avez bien récapitulé la position de la CPME, en effet, qui consiste
à ne pas rendre obligatoire en fait la prévoyance lourde, enfin du coup ce qu'on appelle la prévoyance lourde, donc décès, incapacité, invalidité. Pour les non-cadres, puisque comme l'a rappelé Florian, effectivement, on laisse en fait le soin aux entreprises, voire aux branches, de mettre en place ou non un dispositif qui couvrirait les non-cadres. Et effectivement, historiquement, c'était le choix des partenaires sociaux de prévoir une couverture de ces risques pour les salariés cadres. Et lors de la négociation encadrement qui a confirmé en fait le 1,50 TA uniquement pour les cadres, a priori, la vision des partenaires sociaux était de continuer de la sorte en excluant de fait les salariés non cadres de la prévoyance lourde, en laissant le choix aux entreprises. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, je rebondis justement sur ce que vous avez déjà dit, M. Faure. À juste titre, vous soulignez le point qu'aujourd'hui, le taux de cotisation de 1,50 alors sur l'ancienne tranche 1 et tranche 1 aujourd'hui est très élevé et ne correspond absolument pas à une tarification juste du risque décès, même de façon majoritaire. Est-ce qu'il n'y a donc pas une tentation pour les branches et surtout pour les entreprises de vouloir remettre en cause ce dispositif? On le voit depuis les ordonnances de 2017 et le nouvel ordonnancement, parfois on parle de l'inversion à tort des hiérarchies des normes entre l'accord d'entreprise et les accords de branche, notamment les accords d'ANI. Certaines entreprises, y compris celles relevant de votre confédération, pourraient être tentées de réduire, de diminuer, voire d'abroger cette obligation parce qu'elle ne correspond pas à un coût juste, elle exclut une partie importante de la population et elle ne prend pas en compte d'autres risques qui se profilent. Vous le savez, il y a actuellement le débat, qui était déjà récurrent à l'époque sous le président Sarkozy et le ministre Bertrand, de la prise en charge par un nouveau pilier de la sécurité sociale du risque dépendant. Est-ce que ce n'avait pas été l'occasion en 2017 ou aujourd'hui dans les années à venir de rebattre les cartes sur cette obligation de cotisation de 1,50% pour l'actualiser au contexte actuel et futur et surtout faire face à la possibilité de remise en cause par les branches, voire surtout par les entreprises? Stéphanie, je poursuis? Oui, d'accord, merci. Vous avez complètement raison. Il y a dans certaines branches professionnelles ou entreprises une volonté de remise en cause parce qu'effectivement, il y a une possibilité d'aller, j'utilise entre guillemets le terme gratter, mais en tout cas récupérer un demi-point, voire un tout petit peu plus, ce qui n'est pas sans incidence évidemment pour les entreprises. Je ferai quand même juste une observation, c'est que cette couverture prévoyance est un élément incontestable d'attractivité et de fidélisation dans les entreprises et donc se séparer de ce. C'est pas réellement un périphérique de rémunération, nous sommes tout à fait d'accord, mais il est clair que au niveau des cadres, lorsque les individus savent qu'ils ont une couverture à hauteur de plusieurs années de salaire, si il leur arrivait malheur avec des rentes de conjoints survivants, des rentes éducation, etc. C'est aujourd'hui, enfin, je veux dire, les cadres le regardent et donc c'est quand même important pour les entreprises de pouvoir continuer à bénéficier d'un tel dispositif, mais peut-être effectivement qu'il faudra à terme voir un peu de quelle manière celles-ci peuvent en diminuer le coût. Peut-être que Manon précisera ensuite parce que Manon siège à la Comarep et il y a des positions qui sont en train de changer à la Comarep, donc c'est intéressant. C'est pas stabilisé, mais elle vous en dira quelques mots sur le risque dépendance. Alors, on est pour l'instant très prudent parce que nous estimons en fait que certes c'est une cinquième branche qui a été créée au sein des organismes de sécurité sociale. Mais la dépendance, tout comme d'ailleurs, nous disons toujours, nous en tant qu'employeurs, tout comme la branche famille, ne devrait pas être financée par les employeurs. C'est un non-sens. Donc,
le danger, c'est qu'une fois encore, si on arrive à réduire un taux de cotisation qui est le 1,50, si à chaque fois qu'on arrive à avoir enfin un petit peu d'effet de bonne gestion ou d'une situation actuariale qui nous est plus favorable, etc., si à chaque fois, au lieu d'enfin avoir un retour à meilleure fortune dans l'entreprise avec une diminution de taux, mais on a systématiquement une réaffectation de l'économie engendrée vers une autre dépense, ça nous pose un problème. À titre d'illustration, mais je ne vais pas trop en parler parce que ça peut être assez technique pour certains, la CADES, qui était la structure de défaisance du déficit sécurité sociale, aurait dû, s'il n'y avait pas eu cette période qu'on a connue, aurait dû, en fait, ces structures de défaisance auraient dû rembourser l'ensemble de la dette courant 2022. Et donc nous, comme c'était la CRDS qui était fléchée dessus, c'était un 0,5 point, et on bataillait avec le gouvernement pour dire attendez, bon, vous avez mis ça en place à un moment donné, une fois que la dette est remboursée, il n'est pas question de prendre ce 0,5 pour le mettre sur la dépendance, parce que c'est ça en fait qui est en toile de fond. Ils se sont dit les entreprises, la CADES aura purgé la dette. Donc, comme les entreprises sont habituées de payer une CRDS à 0,5, eh ben, qu'à cela ne tienne, on va pêcher vers la dépendance. Donc là, nous, pour le coup, on est vent debout contre cela. On pense que la dépendance, ça fait partie de la solidarité nationale et qu'à partir de ce moment-là, c'est à Bercy de prendre ses responsabilités, mais c'est pas une fois encore aux chefs d'entreprise de mettre la main à la poche pour régler ce problème de dépendance, qui plus est, pour lequel un grand nombre de personnes qui en seront bénéficiaires dans les 10-20 prochaines années n'auront absolument pas cotisé au dispositif. Ce qui signifie derrière que c'est encore les jeunes générations qui rencontrent des difficultés particulières, à qui, on l'a vu dans le débat des retraites, on allait à un moment donné peut-être un petit peu leur présenter des décisions qui allaient les chagriner. Ça risque d'être un petit peu difficile à faire passer. Mais là, je sors de mon sujet. Merci. Merci beaucoup à vous. Écoutez, je vous propose pour avancer, Manon, vous vouliez dire un mot ? C'était juste pour compléter, effectivement, comme l'a précisé Florian, que il y a eu une petite épopée sur le caractère supplétif ou non du 1,50 TA qui a été clôturé par une position de la Comarep dont je suis membre. Et effectivement, la Comarep est venue préciser qu'un accord de branche peut en effet déroger au 1,5 TA. Enfin tranche 1 maintenant, et que en revanche une entreprise qui ne serait pas couverte par un accord de branche serait liée en fait par l'ANI qui prévoit effectivement la mise en place du 1,50 TA. Et juste pour revenir sur cette histoire de dépendance, il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'entreprise est en droit de panacher la couverture prévoyance lourde. Donc certes, on a 0,76 qui est forcément attribué au décès, en tout cas, sauf si un accord de branche prévoit une dérogation, mais il faut pas oublier que les entreprises peuvent également avoir, dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur assureur, potentiellement prévu d'autres risques et couvert d'autres risques tels que la dépendance, mais aussi l'incapacité, l'invalidité. Et donc, il y a certaines branches ou même entreprises qui sont tentées en fait de jouer là-dessus pour effectivement couvrir un 50 TA, mais sur différents risques. Mais après, ça revient vraiment à l'entreprise contractuellement de voir avec son assureur. Voilà, c'est tout pour ma part. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je vais passer la parole maintenant à Bruno Dankiewicz. Bruno, pour des questions-réponses sur la partie formation professionnelle. Merci Emmanuel et merci à Manon d'avoir effectivement rapporté la position de la Comarep, puisque maintenant vous y siégez, et c'était effectivement important de faire état de cette position dans la mesure où ça permet de rappeler que l'accord national interprofessionnel de 2017, qui était donc le sujet d'introduction d'Emmanuel, que cet accord national interprofessionnel de 2017 n'interdit pas les dérogations par accord de branche, et c'est ce qui a permis à la Comarep, au sein de laquelle vous siégez, de prendre la position que vous rapportiez. Alors, on va donc effectivement ensuite poursuivre en parlant formation professionnelle. Je rappelle pour celles et ceux qui donc n'ont pas pu être présents parmi nous au tout début de la manifestation, et maintenant vous nous avez toutes et tous pratiquement rejoints. Je rappelle donc que vous pouvez poser des questions par le chat, comme ça vient d'être fait, et également sur la question du 1,50, et que nous pourrons
y répondre entre 10h et 10h30 lorsque nous aurons terminé les différentes interventions. Le sujet que nous voulions aborder maintenant, c'est celui de la formation professionnelle. Alors, sujet permanent dans les négociations interprofessionnelles, sujet permanent dans les évolutions législatives, puisque toutes et tous, on voit bien que tous les 4-5 ans, on a une réforme de la formation professionnelle. Et précisément, dans le cadre des discussions interpro d'il y a X années, il avait été prévu que tous les 5 ans, il y aurait une évaluation donc des textes et des accords, et il y a même des commissions qui avaient été mandatées pour ceci. Bien entendu, la mandature de l'actuel président de la République n'a pas échappé à cette règle ou à cette habitude, et on a donc eu en septembre 2018 une loi qui a profondément réformé et le financement, et les circuits de financement, et les prestations qu'on peut attendre en matière de formation professionnelle. Et on est d'autant plus intéressé parce que vous allez nous dire que les partenaires sociaux ont prévu cette année de faire un bilan de la formation professionnelle, de faire un bilan de l'application de la loi. Donc on sait que vous avez listé les sujets que vous allez traiter. On les laissera provisoirement de côté parce qu'il faut laisser libre cours aux discussions. Simplement, on a vu aussi que parmi les sujets prévus, vous aviez prévu d'aborder les questions sur la gouvernance de la formation professionnelle. Vous avez prévu aussi d'aborder les questions sur le financement de la formation professionnelle. Donc, 2 sujets, on va dire, éminemment politiques, et on va être attentif à ce que vous êtes susceptible de nous dire, parce que ça n'apparaît pas dans ce qu'on peut entendre et lire ici ou là. Donc, Madame Posa, merci pour ce que vous allez pouvoir nous dire sur ces 2 sujets. Alors, la formation professionnelle, effectivement, avec les différentes réformes, et notamment la dernière, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans les TPE-PME, on s'aperçoit qu'il y a eu pour les entreprises une perte de la mutualisation. Et pourtant, on a une obligation de former nos salariés sur des formations qualifiantes, diplômantes, ou en tout cas qui peuvent leur apporter quelque chose. Donc, il y a vraiment un vrai sujet. Alors, concernant la gouvernance, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que le budget de France Compétences connaît un déficit à ce jour de 2,4 milliards d'euros, et qu'on pense qu'il est fort probable qu'il atteigne 3 milliards d'euros en 2021. Ce déficit, il est structurel. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on regarde ça de plus près, qu'on définisse une vision stratégique qui permette de pérenniser le système de la formation professionnelle. Et ça passe par quoi? Ça passe par un état des lieux des différents dispositifs. Ça passe par un état des lieux des ressources qui sont affectées, et surtout une évaluation de l'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, combien ça coûte et est-ce que c'est efficace ou pas. Pour la CPME, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a un chômage de masse et en parallèle, il y a énormément de secteurs d'activité qui nous font remonter des pénuries de compétences. Que ce soit d'ailleurs des compétences bien spécifiques avec des formations spécifiques, ou que ce soit des compétences de base qui nécessitent des formations. Dans la propreté, par exemple, les formations sont accessibles, on va dire, à tous. Donc, il y a quand même un vrai sujet. Et là, le sujet, ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait peut-être évaluer l'efficacité du plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC, et ce qui se passe également au niveau des régions, c'est-à-dire les plans régionaux d'investissement dans les compétences. Parce que on forme, mais est-ce que ça a un réel impact sur l'insertion dans l'emploi? Est-ce qu'on transforme cette formation de manière pragmatique, factuelle, en emploi? Et ça, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permet de le dire.
Juste pour mémoire, hein, le PIC, c'est 1,6 milliard d'euros par an que les entreprises payent et qui sont fléchés vers le PIC. Donc il y a quand même un vrai sujet sur la partie gouvernance. Et puis ce que l'on peut dire aussi, et ça les partenaires sociaux dans leur ensemble sont assez d'accord pour avoir ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'instance stratégique en fait. Le conseil d'administration de France Compétences, aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur la gouvernance et une partie du financement. Oui, sachant qu'effectivement, donc, ce sont des sujets qui sont vastes sur le terrain de la gouvernance. Vous venez de citer France Compétences. On peut aussi parler des opérateurs compétents, des OPCO qui se sont mis en place, dans des conditions paritaires ou syndicales qui n'ont pas toujours été appréciées compte tenu de la façon dont le ministère du Travail de l'époque a organisé la répartition des secteurs d'activité. Ça veut dire qu'on peut penser que ceci reviendra sur le terrain. De la même façon, on peut aussi être, avoir quelques interrogations sur des outils qui ont été mis en place. Alors, on ne parle plus de période de professionnalisation. On parle maintenant de PROA, donc la promotion, reconversion par l'alternance. On voit bien et on avait bien compris que c'était quelque chose qui finalement n'avait pas forcément vocation à se développer. On a à peu près une cinquantaine de branches qui ont conclu des accords et ici ou là, on a constaté quelques difficultés dans l'extension de ces accords parce que la lecture ministérielle des accords conclus n'a pas forcément été cohérente, n'a pas forcément été surtout homogène selon les secteurs d'activité. Et on a des secteurs qui ont obtenu rapidement l'extension de l'accord PROA, d'autres se heurtent à quelques intransigences de la DGEFP qui examine les accords. Donc ça veut dire que sur cet ensemble de sujets, manifestement, vous allez avoir du pain sur la planche, si vous me permettez l'expression, sachant que il va falloir, si on a bien compris, que vous articuliez vos travaux avec l'échéance présidentielle. Ce qui veut dire que, est-ce que vous programmez de terminer tout ceci avant, disons, le début de l'année prochaine, ou est-ce que ça sera renvoyé au second semestre de l'année 2023? Là, Madame Posa, Florian ou Manon ou Gwendoline, si vous avez quelques indications émanant de vos autres interlocuteurs. Je voudrais revenir déjà sur les OPCO auxquels vous faisiez allusion. Effectivement, aujourd'hui, il y a des OPCO qui fonctionnent bien et d'autres où c'est catastrophique. C'est ce qu'on voit, effectivement. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un sujet à ce niveau-là. Vous le disiez, tout justement, la gouvernance dans son ensemble avec tous les acteurs, il faut se remettre autour de la table et travailler sur ces sujets-là. Sachant que pour la CPME, il y a quand même une ligne rouge, c'est de ne pas augmenter les cotisations, d'une part, notamment tant qu'on ne sait pas, tant que comment c'est fléché, où est-ce que ça va et à qui ça sert principalement. On a vraiment besoin de savoir avant tout où l'argent est affecté et de quelle manière. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on va être attentif, c'est bien entendu d'arrêter de charger les entreprises avec des contraintes supplémentaires qu'on n'a pas forcément en plus les moyens de payer. Parce que je le disais tout à l'heure, la dernière loi sur la formation, on nous a dit vous n'allez plus payer que 1%. C'est super, mais à côté de ça, on a supprimé la mutualisation et on nous a donné une obligation de formation supplémentaire qu'aujourd'hui on ne peut pas assumer. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance de la CPME. Concernant le devenir de la PROA, aujourd'hui on a plusieurs accords de branches qui ont fait l'objet d'une extension. Donc, on espère que ça va permettre effectivement un essor du dispositif. Oui. Après, en termes de calendrier, moi, je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas, Florian, si toi, tu as des informations sur ce sujet.
Oui, Stéphanie. En fait, on est à peu près à mi-parcours de travaux paritaires, sachant que la première phase était essentiellement destinée à identifier un petit peu, faire un état des lieux des différents dispositifs et d'essayer de voir si on pouvait réunir des conditions pour ouvrir une négociation ou pas. Pour l'instant, la CPME est très prudente sur ce sujet-là. Sachant que parallèlement, on va s'ouvrir la concertation début juillet sur les mêmes sujets, notamment en gouvernance et financement menés par le ministère. Donc c'est un petit peu compliqué parce que on peut pas être et en même temps en train de discuter entre partenaires sociaux et en même temps être dans le jeu de la concertation. Parce que dans ces cas-là, autant que chacun parte avec ses propositions, essayer de les pousser au niveau de la concertation. Donc le sujet est très complexe. On a, à titre d'illustration, pour essayer de tenir le calendrier qu'on s'était fixé initialement, il nous restait 4 séances les vendredis matins, les 4 prochains vendredis, et on a décidé en fait de doubler les séances en y ajoutant les après-midi. Donc on a 4 journées de négociation successives tous les vendredis, enfin de négociation, de discussion pour voir si on peut aller ou pas vers soit une négociation, soit pour faire évoluer tel ou tel dispositif. Sachant que il est fort probable que les choses, enfin que le gouvernement, en tout cas le ministère du Travail, souhaite régler ce sujet courant septembre ou au plus tard en octobre. Hein. Ce sera un sujet refermé, il nous semble, avant ou au tout début du dernier trimestre. Hein. D'accord. Bon, donc effectivement, on suivra ceci, puisque la formation professionnelle est un sujet permanent qu'on aborde au niveau des négociations de branche, à la fois parce que ça fait partie de nos obligations de branche, aussi parce que deuxièmement, ça suppose d'utiliser à la fois la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle qu'on a au niveau des branches, ça suppose d'utiliser la SPP et tout ce qui peut exister au niveau des OPCO. Et pour terminer, il y a un sujet qu'il faudra peut-être aussi, sur lequel il faudra peut-être revenir, c'est celui de la collecte des contributions, puisque on sait que c'est l'URSSAF qui donc va maintenant être collecteur des contributions légales en matière de formation. Par contre, d'après ce qu'on a entendu il y a quelques jours, pour les contributions conventionnelles, donc pour les contributions supplémentaires, a priori, ça ne serait pas l'URSSAF, sauf à ce que la branche demande à l'URSSAF de faire la collecte. Ce qui veut dire que si ce n'est pas l'URSSAF, il faudra aussi trouver les instruments de la collecte pour des contributions conventionnelles. Donc là aussi, complications pratiques auxquelles on pourra être confronté ici ou là, mais bon, ça fait partie des sujets sur lesquels vous pourrez revenir. Avant de passer aux questions des participants ou des participantes, et je vois que Emmanuel Ray, qui représente la Fédération des promoteurs, m'aide en posant quelques questions auxquelles on lui répondra tout à l'heure. Merci Emmanuel. Mais ceci étant, il nous reste un gros sujet et puis une conclusion. Le gros sujet, c'est celui de la restructuration des branches. Donc, Hugues va reprendre la main pour, disons, interroger ou réinterroger la CPME sur toutes ces questions. Merci Bruno. Dans le temps court qui m'est maintenant imparti. C'est vrai que nous sommes en train de légèrement déraper en termes de minutes, mais bon, nous ne sommes pas encore au bout, donc ça va. On va se rattraper. Dans l'océan des problématiques qui sont liées à la crise sanitaire, est-ce que le paquebot de la restructuration des branches flotte-t-il encore? Initié timidement avec la loi du 5 mars 2014, qui avait, par le biais des arrêtés d'élargissement ou l'absence d'arrêtés d'extension dans certaines branches où il n'y avait pas suffisamment d'entreprises adhérentes à des organisations patronales ou une faiblesse dans la négociation collective, ce dispositif de restructuration des branches visant à diminuer le nombre de branches a connu un coup de booster avec la loi du 8 août 2016. La loi du 8 août 2016, elle s'est appuyée sur le rapport de Jean-Denis Combrexel, à l'époque DGT, qui écrivait à propos de la loi du 5 mars 2014
et de la réaction des OPE et des organisations syndicales que la réaction, ou plutôt l'absence de réaction des organisations professionnelles concernées, ainsi que les réticences de certaines organisations syndicales, peuvent légitimement nourrir une grande inquiétude. Il y a urgence en la matière. Toutefois, en dépit de ces efforts louables, dont l'initiative relève de l'État, le mouvement apparaît beaucoup trop lent au regard des échéances, l'objectif étant une centaine de branches au début des années 2020. Il faut donc accélérer le mouvement de manière résolue et s'en donner les moyens. Avant la crise sanitaire, on peut constater que la loi du 8 août 2016 a produit ses fruits, puisque au 1er janvier 2020, grosso modo, nous étions à 200 branches. Mais 200 branches, au regard de ce qu'écrivait Jean-Denis Combrexel, ça semble peu. On attendait tous au mois de novembre 2019 le rapport de M. Ramin. Nous l'avons tous lu, bien que ce rapport n'ait jamais été publié. Alors ma question, elle est simple aujourd'hui, c'est est-ce que la restructuration des branches a été entre parenthèses, doit-on la continuer et quelle est sur ce point la position de la CPME? Alors, vous avez entièrement raison. On est quand même passé entre août 2016 à début 2020 à l'objectif des 200 branches, hein, de 700 à 200, ce qui était quand même déjà une première étape. Avec comme objectif, le législateur, il a souhaité laisser l'initiative aux partenaires sociaux des branches de le faire eux-mêmes, d'atteindre cet objectif eux-mêmes, en disant attention, si ça fonctionne pas et si on n'y arrive pas, on est susceptible de reprendre la main. Aujourd'hui, on n'est pas à 100, mais depuis janvier 2020, il s'est quand même passé quelque chose qu'on n'attendait pas. Et je pense que tous, on a eu des priorités autres, peut-être que de travailler sur ces sujets. Vous parliez du rapport Ramin. On a eu effectivement plusieurs projets de rapports ont circulé, mais jamais un n'a été diffusé de manière officielle. Donc, on n'a pas aujourd'hui, on rentre dans une période préélectorale. Il est difficile de dire s'il y a une deuxième phase qui va débuter ou non prochainement. Mais en tout état de cause, nous, la CPME, on continuera bien sûr à dire, voilà, il faut privilégier la liberté des partenaires sociaux d'apprécier l'opportunité de rapprochement d'une branche avec une autre. De toute façon, on le voit bien sur les OPCO quand ça a été fait de manière très radicale, en disant on rapproche un tel et un tel, ça ne fonctionne pas. Donc il faut, on préconise vraiment, en tout cas c'est ce que l'on pousse, c'est de dire voilà, on va continuer le travail, ok, mais par contre, laissez les branches travailler, se rapprocher et faire le job. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est ce que le gouvernement a fait, puisque très clairement, les rapprochements conventionnels ont été privilégiés. En tout cas, lorsque les rapprochements conventionnels étaient initiés, le gouvernement s'est abstenu d'utiliser les armes que lui offrait la loi du 8 août 2016. Mes deux dernières questions seront plus philosophiques. Est-ce que pour la CPME, la diminution du nombre de branches est de nature à dynamiser le rôle des branches à l'égard des entreprises ? Écoutez, je ne sais pas si ça peut dynamiser. Nous, ce que l'on pense, en fait, c'est que la branche professionnelle, elle est irremplaçable. Pourquoi ? Parce qu'elle tient un rôle de régulateur, notamment en matière de concurrence dans le domaine social, mais aussi de manière beaucoup plus large. Alors, est-ce qu'il faut en avoir 200, 100 ça, la capacité à apprécier, disons que de 700 à 200, ça a permis quand même d'évacuer aussi toutes ces branches pour lesquelles il n'y avait pas ou très peu d'activité, parce qu'on ne va pas se mentir non plus. Quand avec Florian, on participe au Conseil du dialogue social, on voyait bien qu'il y avait des branches qui n'avaient aucune activité, qui ne
joué aucun rôle social. Donc je pense que ça a été une première étape qui était nécessaire. Après, il est vraiment très important de conserver une notion de branche professionnelle, de conserver la possibilité à des branches de négocier des accords pour leur propre secteur d'activité. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est qu'elle joue un rôle de régulateur et qu'il n'y a peut-être pas forcément urgence à passer de 200 à 100. Merci. C'est vrai que si je fais le lien avec le premier thème que j'évoquais avec vous, qui est l'épargne salariale et la PEPA, on a vu que les branches avaient un rôle à jouer, faciliter et sécuriser l'accès à l'épargne salariale, voire définir les engagements en matière d'évolution professionnelle des salariés de seconde ligne par accord de branche. On voit bien que la branche a un véritable rôle à jouer. Ma dernière question, elle est plus politique que philosophique. C'est de savoir si la recomposition du paysage conventionnel doit avoir ou a-t-elle des conséquences sur le paysage des organisations professionnelles employeurs. Je citais tout à l'heure le rapport Combrexel et on lisait bien dans ce rapport que finalement il y avait une certaine frilosité de la part des organisations professionnelles d'employeurs à se lancer dans cette réduction du nombre de branches, au risque, il faut parler crûment, de perdre sa représentativité à terme dans la nouvelle branche constituée. Oui, indéniablement. Il y a effectivement un impact non négligeable. Florian, tu as peut-être plus de détails sur ce sujet, toi qui suis les négociations tous les jours toutes les semaines au HCDS. Non, c'est évident qu'il y a des réticences. D'ailleurs, pas uniquement du côté patronal, mais y compris du côté syndical. C'est-à-dire que il est évident que la recomposition des champs conventionnels peut avoir, si ce n'est à court terme, au moins à moyen terme, une incidence sur la capacité de demeurer ou pas une organisation représentative. Donc, on sait, et puis il y a des bruits de couloir, il y a certaines organisations déjà d'employeurs qui échangent pour savoir si effectivement il n'y aurait pas un projet commun à porter. Certaines organisations sont bien avancées. D'autres organisations, je ne dirais pas se font la guerre, mais presque, parce que surtout pas, il faut surtout pas aller dans cette de porter cet objectif-là. Ce qui est certain, enfin, la question est de savoir, mais ça, on n'a pas tellement la grille de lecture et je trouve que Stéphanie a très justement précisé. Par exemple, on ne sait pas si l'acte 2 de la restructuration aura lieu avant ou pas les présidentielles. Il peut y avoir des volontés politiques de faire en sorte que ça avance parce que on ne sait jamais ce qui sortira au présidentiel, donc autant continuer à avancer dans ce projet. Et à l'inverse, ça peut être un sujet de crispation et peut-être qu'il vaut mieux le renvoyer après cette échéance. Une chose est certaine, c'est que il y a la volonté, mais d'ailleurs ça, il y avait le rapport Combrexel, vous l'avez juste cité, mais qui s'appuyait déjà lui sur le rapport Poisson. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un Poisson Combrexel et là on a un rapport Rameau. Si Monsieur Ramin a le goût de Matignon pour appuyer le bouton, il va essayer d'avancer. Et une chose est certaine, c'est que ça risque. En fait, il voulait limiter le nombre d'interlocuteurs sectoriels. Je crois qu'il y avait vraiment cette volonté, parce que c'était pas possible pour la DGT, la DGEFP ou les cabinets d'avoir des sollicitations permanentes des organisations professionnelles compte tenu du panel de branches qui existait. D'où d'ailleurs l'importance et l'intérêt d'avoir un niveau interprofessionnel qui est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics parce qu'il a la capacité de faire la synthèse entre un certain nombre d'intérêts d'organisations et ou de branches qui peuvent d'ailleurs parfois être divergentes entre elles. On le sait à la CPME, mais c'est valable pour aussi nos amis du MEDEF et du DEP, il y a un jeu d'équilibristes
parfois un peu complexes, avec des positions de deux branches adhérentes, enfin de deux OP adhérentes qui sont diamétralement opposées. Donc c'est pas toujours évident, mais clairement on peut penser que si l'acte 2 démarre, il y aura nécessairement une recomposition d'une partie des organisations professionnelles, ne serait-ce que parce que on peut imaginer qu'il y aura, on le voit bien avec l'inversion de la hiérarchie des normes, mine de rien, les branches professionnelles se sont retrouvées quand même avec un certain nombre de prérogatives qui avant étaient peut-être plus de l'interpro ou étaient du domaine du législateur. Les missions sont nombreuses, les missions sont très très nombreuses et ça demande des ressources tant financières que humaines importante, et c'est ce qui conduit certaines organisations professionnelles à réfléchir justement à des rapprochements pour créer une synergie qui permette d'être identifié comme un acteur avec une grande vitalité conventionnelle. Voilà. Mais après, c'est un point de vue global politique, mais on peut pas avoir de boule de cristal pour le coup sur un sujet comme celui-ci. Merci. C'est vrai que pas mal d'organisations professionnelles qui se sont lancées dans le champ de la fusion de branches ont été contraintes de devoir être imaginatives pour préserver leur représentativité, mais aussi pour être des acteurs majeurs dans la branche. Et c'est vrai que faire preuve d'imagination, et vous l'avez souligné, hein, c'est aussi une exigence pour les organisations syndicales représentatives parce qu'elles ont exactement les mêmes que les OPE. Donc ça pose d'ailleurs directement la question du paritarisme. Et je fais ici la transition avec Bruno. Très bien. Je passe la parole pour le propos conclusif. Merci. Merci Hugues. Effectivement, le sujet ce dernier sujet que tu viens de traiter, on aura, c'est évident, l'occasion d'en reparler pour des raisons qu'on a à peine besoin d'évoquer. C'est d'une part les ordonnances Macron de septembre 2017 ont permis aux accords d'entreprise de pouvoir déroger aux accords de branche sur toute une série de dispositions, mais même si effectivement on a largement prêté notre concours à ceci, on peut aussi constater qu'ici ou là, au niveau des entreprises, on se dit que finalement, s'appuyer sur les dispositions des accords de branche, ça apporte une certaine sérénité sans avoir à engager forcément un dialogue avec les délégués syndicaux au niveau de l'entreprise. Et donc, entièrement d'accord avec ce que vous disiez, Madame la Présidente, sur le rôle des branches et sur le fait que les branches ont encore un bel avenir devant elles et qu'elles sont incontournables pour organiser la régulation sociale, la concurrence, ainsi de suite. Simplement, on voit bien aussi que sur cette question de la restructuration des branches, on a un arsenal législatif qui est incomplet. Vous avez évoqué le fait que le rapport Ramin, il a circulé, tout le monde le connaît, mais officiellement on ne l'a pas. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel est passé par là pour donner un coup de griffe au ministère sur le fait qu'il n'avait pas été suffisamment complet sur la définition de l'intérêt général et autres considérations. Et on est confrontés les uns et les autres, et tous nos participants qui sont en cours de discussion sur d'éventuels rapprochements de branches se posent des questions, notamment sur le devenir des stipulations au bout de 5 ans si nous ne sommes pas parvenus à un accord global. C'est-à-dire, que devient la convention rattachée ou que deviennent les stipulations conventionnelles à partir du moment où on ne parvient pas à un accord. Donc là, il y a quelques interrogations sur lesquelles il faudra bien disons, le gouvernement puisse avancer, parce qu'il y va aussi de l'efficacité du paritarisme. Comme lui le disait, c'est le dernier sujet qu'on voulait traiter. On entend ici ou là des critiques sur le paritarisme, sur, nous sommes entre nous, sur une certaine relative inefficacité du paritarisme, pardon pour les termes, une certaine opacité qui peut exister. Le gouvernement lui-même n'hésite pas de temps en temps à se montrer gendarme par rapport aux confédérations patronales et aux confédérations salariales. Nous savons, nous, que vous êtes en pleine réflexion sur l'évolution du paritarisme et précisément
ces réflexions qui auraient peut-être pu émerger l'année dernière n'ont pas pu émerger à cause de Covid, mais on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, dans la limite de ce qui vous est permis de nous dire, on va vous écouter pour une conclusion, et puis après, on finira de répondre aux questions qui voudront bien apparaître par le chat, ou celles et ceux qui voudraient intervenir oralement. Alors, vous l'avez dit, hein, le paritarisme depuis de nombreuses années subit des attaques d'un grand nombre d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, voilà, vous êtes inefficace, vous n'êtes pas capable de mener une gestion efficace quand vous êtes autour de la table. On n'est pas, les partenaires sociaux ne sont pas exempts de défauts. Maintenant, ce qu'on note quand même, c'est que c'est quand même l'emprise de l'État, de l'exécutif sur le paritarisme qui explique en grande partie l'échec des négociations, notamment des dernières. Et là, j'ai un sujet qui me vient en tête, c'est le sujet de l'assurance chômage en février 2019. Quand on regarde également les entités, les organes qui sont gérés par les partenaires sociaux, ils sont pas mal gérés, hein. Par contre, dès qu'il y a des contraintes de l'État, dès que l'exécutif intervient, là, on se retrouve en déséquilibre. Donc, on voit bien que ce débat n'est pas complètement objectif. On est accusé de tous les maux, que c'est opaque, que c'est inefficace, qu'on peut effectivement bloquer des réformes audacieuses. Je pense que l'opacité, et ça c'est un sujet qui tient très à cœur à notre président, petit à petit, on voit bien que c'est plus le cas. Et effectivement, dans le cadre d'un nouveau futur paritarisme, la transparence de financement est essentielle. Et je peux vous dire que la CPME est un exemple en la matière. Vous savez qu'aujourd'hui, les financements viennent notamment via la GFPN. Et c'est une bonne chose parce que ça permet que tout euro reçu doit faire l'objet d'un justificatif en contrepartie. Donc ça, on y est très attaché et c'est effectivement quelque chose qu'il faut continuer à développer et à pousser. On a l'État qui s'est immiscé, qui a pris des décisions importantes parfois sur les régimes sociaux, alors que les partenaires sociaux n'étaient pas d'accord. Mais voilà, on n'a pas eu le choix, donc le paritarisme s'en trouve affaibli. On subit de plein fouet cette espèce de séparation, cette absence de séparation des pouvoirs. Maintenant, il est sûr aussi que les organisations syndicales, les organisations patronales, on doit aussi faire le bilan des actions qui ont été menées. On doit aussi s'interroger sur le rôle que l'on doit jouer. Peut-être encore plus avec cette crise pandémique, hein, il y a peut-être des nouvelles pistes de réflexion qu'il faut qu'on intègre. En tout état de cause, effectivement, la CPME travaille fortement sur ce sujet et souhaite de nouveau, on avait travaillé sur le sujet il y a 2 ou 3 ans, et on souhaite continuer la réflexion et aller, je pense, encore plus loin en tenant compte de la crise pandémique. En tout état de cause, ce sera pour nous l'occasion de simplifier et de clarifier le fonctionnement du paritarisme dans notre pays. Pour prolonger, oui, Florian. Juste un élément de réflexion aussi que François Asselin porte depuis un certain temps, la difficulté qu'on trouve au niveau du paritarisme, en tout cas les attaques dont on peut faire l'objet, que ce soit au niveau interpro, branche, du paritarisme, même au niveau de l'entreprise,
trouve aussi une de ses causes, c'est le faible taux de syndicalisation des salariés en France. Et là-dessus, François Asselin pense qu'il faudra inévitablement, si on veut renforcer le rôle du paritarisme, il va falloir qu'on trouve la martingale pour permettre une plus forte syndicalisation. Je ne parle pas des résultats aux élections TPE qui sont dramatiques, hein. Il n'y a même pas 6% de participation. Ça pose un sujet. Et ça nous vaut derrière toutes les conventions citoyennes qu'on a pu voir sur tel ou tel sujet. Parce que le gouvernement, voire même la présidence de la République, a estimé que sur certains sujets, les partenaires sociaux n'étaient plus les uniques interlocuteurs légitimes pour les aider à avancer. Peut-être simplement, je terminerai mon propos en vous rappelant que il y a un agenda social autonome qui a été signé par les partenaires sociaux et que au deuxième semestre de cette année, nous lançons non, plus exactement, nous lançons le 6 ou le 8 juillet la phase 1 de nos travaux sur le paritarisme qui vise à évaluer et améliorer l'ANI de 2012, du 17 février 2012. Donc, on va essayer d'identifier les insuffisances, pour, voir si on peut ouvrir une négociation pour parfaire et compléter les règles de fonctionnement. On va faire un gros travail de bilan de l'application de l'article L1 du Code du travail et voir un peu quelles sont les évolutions que nous pourrions proposer au pouvoir public. Et au deuxième semestre de cette année, alors ce sera peut-être plutôt dernière partie de l'année, la phase 2 qui se portera sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale. Donc ça correspond à l'ANI du 8 juillet 2009. Comme nous aurons fait une évaluation de cette année, on va proposer pour les GPS deux nouvelles règles de fonctionnement, notamment tenant compte de ce point fort que vient d'évoquer Stéphanie. Merci. OK. Alors, écoutez, merci de ces contributions. Il nous reste quelques minutes pour respecter le planning qu'on s'était fixé. Emmanuel Ray donc a posé 3 questions. Une sur le rôle des branches, quel rôle les branches peuvent-elles jouer pour accompagner la mise en place du télétravail dans les entreprises. Bon, je crois qu'il y a été répondu et on voit bien que le télétravail c'est d'abord une affaire d'entreprise plutôt que de branche et que donc il faut pouvoir au niveau de la branche avoir le cas échéant des accords cadres, mais l'ANI dont il a été question renvoie d'abord à l'entreprise et l'ANI n'a pas été directif ou normatif sur ces questions-là. Ce qui veut dire que la façon dont les confédéraux ont examiné la question et traité la question du télétravail par l'ANI, on peut la prolonger au niveau de la branche pour considérer que c'est pas forcément à la branche d'être directif sur ces questions. Oui, je vous en prie. Si je peux me permettre là-dessus, là, je me place en lieu et place des TPE notamment et des PME. Peut-être que les branches peuvent, dans leur boîte à outils, créer un espèce de masque type d'accord de télétravail avec une annexe avec les différents sujets qui peuvent être abordés lors de la négociation ou lors des échanges ou de chartes. Pour que ce soit accessible à tous. Parce qu'en fait, la grosse problématique dans les TPE-PME, c'est qu'il n'y a pas de RRH. Bien sûr. Et que voilà, souvent, on ne sait pas comment rédiger les accords, les chartes, etc. C'est là où effectivement… Pour les adhérents de la CPME… Oui, Gwendoline. Pardon, pour les adhérents de la CPME, nous avons mis en ligne un guide avec un modèle de charte qui peut vous aider à mettre en place le télétravail. Voilà, effectivement. Ça fait partie je dirais, de la boîte à outils et de la fonction pédagogique de la branche, soit de la branche plus au sens paritaire, soit de la prestation que l'organisation patronale peut apporter à ses adhérents. On en est tout à fait d'accord. Dans les points qui ont donné lieu à réaction, il y a aussi la question de la formation professionnelle. Alors, Emmanuel nous indique que le problème du financement est actuellement catastrophique et que le fléchage et la formation profitent plus aux demandeurs d'emploi. Je résume. Ça, c'est une opinion qu'on entend. Alors peut-être, Stéphanie ou Florian ou Manon, est-ce que
compte tenu de cette approche, on va dire, politique, un petit mot de commentaire par rapport à cette question et par rapport à ce qui nous est écrit par Emmanuel sur le fait que on a un désinvestissement de la formation, mais je crois que vous l'avez dit. Hein. Qui veut rebondir peut-être? Moi, effectivement, ça a été tout l'objet un peu de mon intervention, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus les moyens de former les collaborateurs au sein de nos entreprises et comment dire, le risque, comme le dit Monsieur Ray, c'est de fabriquer des demandeurs d'emploi supplémentaires. La question qu'on peut se poser aussi, on sait qu'on est dans une vraie mouvance de typologie de métiers. On sait qu'il y a de la robotisation qui est freinée depuis des années dans certains secteurs d'activité, justement pour conserver des emplois, et que demain, quand la robotisation va s'accélérer, il va falloir transformer ces compétences. Donc, on peut se poser la question aussi de quel budget on y alloue, comment on fait pour que la caissière d'aujourd'hui devienne autre chose demain, aille sur un autre secteur d'activité. Et puis, il y a toute la question des CPF aussi. Qu'il faut intégrer, puisque c'est bien de donner la main au salarié sur son CPF, sauf que dans certains secteurs d'activité où ils n'ont pas forcément cette culture d'aller ouvrir leur compte, etc., ils ne pensent pas forcément à l'utiliser. Et nous, les employeurs, avant, on avait la main pour leur dire, écoutez, ça serait peut-être bien, surtout quand ils arrivaient au plafond et donc ils n'en cumulaient plus, ça serait peut-être bien d'utiliser votre CPF pour ça et ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Donc, je suis entièrement d'accord, je partage, ce sont des vrais sujets. Alors après, Florian, je ne sais pas si Manon ou Gwendoline, si vous voulez rajouter quelque chose. Deux précisions complémentaires, c'est que effectivement, tout ce qu'on a remarqué, on l'a même vu dans la formation, on l'a vu avec l'UNEDIC qui finançait à hauteur de 10% de son budget Pôle emploi s'est vu, alors qu'on demandait une diminution, s'est vu flécher 11% de son budget. On voit bien qu'il y a une volonté politique, mais affirmée, de flécher les fonds de la formation professionnelle continue sur les demandeurs d'emploi. Et pour une raison que tout le monde connaît et qui n'échappe à personne, c'est que ça les sort de la catégorie A pendant une période donnée. Donc et aujourd'hui, on n'a pas les moyens, la France n'a pas les moyens de continuer à avoir ce niveau de financement de formation des demandeurs d'emploi pour, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, un résultat en termes d'insertion durable dans le marché de l'emploi qui laisse à désirer, et en même temps continuer à demander aux entreprises de devoir maintenir en employabilité, former leurs salariés en payant 2 fois. Donc ça c'est très clair. Pour le CPF, je vous livre juste ces états de discussion paritaire de la semaine dernière. Pour la première fois, et ça nous a fait beaucoup plaisir à la CPME parce qu'on le portait lors de la négociation précédente ANI en formation professionnelle, 3 organisations syndicales, pour ne pas dire 4, sachant que la CGT n'est pas autour de la table dans nos travaux, souhaitent qu'on travaille sur la co-construction. Donc on y revient, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, que c'était un contresens de laisser les salariés avoir la main sur un dispositif alors moi j'ai rien contre la culture du glaïeul, mais pour flécher ces vers des formations qui ne leur permettent pas d'accroître leurs compétences, d'une part, et d'autre part, ils ont aussi tout à fait conscience que ça a laissé la place à ce qu'ils appellent eux-mêmes, et je les cite, les marpoulins de la formation CPF, qui se sont lancés dans le créneau, siphonnent quand même pas mal les comptes pour un retour sur investissement pour les individus qui en bénéficient, qui laisse clairement à désirer. Donc, ils veulent revenir sur la construction. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Oui, alors, merci de toutes ces précisions. Et comme vient de l'ajouter Emmanuel Ray, on est amené à pallier ces insuffisances par la création de contributions conventionnelles, notamment dont on a vu tout à l'heure que la collecte ou les modalités de collecte seront à redéfinir à l'avenir. Mais ça, là, on voit bien que le paritarisme en matière de formation professionnelle
c'est un paritarisme, si on peut se permettre l'expression, à trois, avec un rôle très présent de l'État pour des raisons évidentes. Et donc, il suffit de regarder ce qui s'est passé sur les dernières années, avec notamment, là, on parlait des PME, pour qu'elles puissent effectivement bénéficier. On sait très bien qu'au-delà de 50 salariés, il y a toutes les entreprises qui contribuent et qui forcément ne bénéficient pas d'un retour par leur OPCO parce que la loi a ainsi évolué. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres évolutions. Reste une dernière question, mais je crois que nous y avons répondu sur le panachage du 1,5% en TA qui peut se faire dans un accord de branche. Je crois que l'intervention de Manon, qui a rapporté la position de la Comarep, comme le propos de mon associé Emmanuel Andréau, confirme que ça fait partie effectivement de la responsabilité des négociateurs de branche que de définir à la fois les prestations, de définir le financement et donc de régler ces questions à la fois de garantie d'essai, mais autres garanties dans le cadre d'une enveloppe globale. Donc la réponse est nécessairement oui à la question qui nous est posée. Alors, avant le petit mot de fin, est-ce qu'il y a d'autres interventions que les uns les autres voudriez faire, soit pour celles et ceux qui sont beaucoup intervenus et encore un grand merci, soit parmi les participants, parce que on a eu une quarantaine de connexions donc au niveau de nos participants, ce qui correspond à ce qui était prévu, et donc on les en remercie. Si personne ne veut prendre la parole, écoutez, je vais remercier alors en particulier Madame la Présidente Posa, parce que comme nous l'avons dit au tout début, au pied levé, vous avez fait face à l'empêchement du président Asselin qui a dû se libérer pour une obligation qui s'imposait à lui. Et donc un grand merci à vous, Madame Posa. Un grand merci à Gwendoline et à Manon qui ont largement contribué. Florian nous a apporté sa participation aux discussions paritaires interpro. Et donc, un grand merci à tous les quatre. Pour finir, comme on l'a dit au départ, donc on salue la présence donc de Madame Maë Desportes qui représente les éditions législatives et qui donc va pouvoir faire son propre résumé de nos échanges. Et puis nous, les associés du cabinet qui avons préparé cette manifestation, on a prévu de faire aussi notre propre résumé dans la lettre que nous nous adresserons à toutes les organisations ayant participé donc à cette manifestation, et y compris à celles qui n'y ont pas participé. Je vois que les messages de remerciement sont en train d'arriver. S'il n'y a pas d'autres commentaires, écoutez, nous allons vous libérer toutes et tous. Un grand merci. Merci à vous tous. La technique a fonctionné, donc nous sommes ravis de ne pas avoir eu de perturbation de connexion ou quoi que ce soit. C'est toujours notre inquiétude. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine manifestation qui pour nous se situera maintenant donc à la rentrée en termes d'organisation et on espère pouvoir la faire en présentiel cette fois-ci. Un grand merci, bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Merci avec tous encore et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.